Je vais peut-être d'abord vous dire ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là. D'abord, j'ai voulu faire un livre bref, comme vous voyez en regardant sur le côté, et réel, parce que les essais, c'est souvent très long et souvent très théorique, donc j'ai voulu faire un peu le contraire. Ensuite, j'ai, en tout cas au début, mis beaucoup d'anecdotes comme entrée en matière et comme ancrage dans le réel. Et puis enfin, malgré les anecdotes au début, le livre est centré sur la politique, mais en s'appuyant sur mon expérience, c'est-à-dire mon expérience vécue de la politique turque. Donc c'est le contraire d'un livre académique, si vous voulez. Qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que j'ai tenté de dire? Il y a 4 grands thèmes dans ce livre qui essayent de reconstituer ce que j'ai appris de la Turquie pendant mes années là-bas. Et 5 ans pour un ambassadeur, c'est très long, donc on a le temps de voyager et de discuter avec beaucoup de gens. La première chose, c'est le dynamisme économique et social du pays, que ce soit les municipalités, le développement des infrastructures, les réseaux de transport, les hôpitaux. Et je me rappelle que très souvent, les visiteurs qui venaient de France ou d'Allemagne ou d'ailleurs me disaient c'est bizarre, on ne croyait pas que c'était aussi moderne. Donc il y a toujours eu ce décalage de perception entre la Turquie que je côtoyais et l'impression que des gens qui n'étaient pas venus depuis 5 ans ou 10 ans pouvaient en avoir. Le deuxième grand thème, c'est évidemment la transformation politique, ça ne vous étonnera pas. Depuis 10 ans, le même parti est au pouvoir, sans coalition, ce qui est rare en Turquie. Et grosso modo, je décris dans le livre la transformation politique qui a consisté à mettre l'Anatolie conservatrice au centre du jeu politique, avec toute une série de conséquences, bien sûr, mais c'est quand même le phénomène dominant. Le troisième thème, c'est le risque que ce succès comporte, c'est-à-dire un parti qui a le succès qu'il connaît, plus de 50% pendant 3 élections consécutives, court bien sûr le risque de la perversion du succès. Et donc, il y a des risques de domination qui sont tout à fait évidents. Et le quatrième grand thème, qui est plutôt négatif, celui-là, c'est l'absence de passage à une dynamique mondiale. C'est-à-dire que la Turquie, parce qu'elle est ce qu'elle est, parce qu'elle est assez engluée dans ses combats politiques internes, parce qu'elle n'a pas résolu tous ses problèmes, n'est pas aujourd'hui une démocratie au sens des démocraties occidentales. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça reste un défi ou, si vous voulez le voir comme ça reste un choix à faire. Donc, les questions que je pose dans ce livre, que je pose à la fin de ce livre, c'est d'abord le grand défi de la coexistence et de la tolérance entre les différentes composantes de la société turque. Il y a eu un rééquilibrage politique, comme j'ai dit, mais il n'y a pas encore eu le passage à la coexistence. Et donc, on est plutôt sur le mode, toujours sur le mode revanche, plutôt que sur un mode d'organiser la coexistence. Ça, c'est le plus grand défi pour faire de la Turquie une puissance apaisée, selon moi. Et de là découle la deuxième question, c'est dans quelle ligue la grande Turquie veut-elle jouer? La politique mondiale, c'est comme le football. Il y a la première division, la deuxième division, etc. Il y a la Ligue des champions et puis il y a les autres. Et donc, l'Occident, c'est un modèle pour la Turquie. La Turquie est très largement ancrée dans l'Occident, à travers l'OTAN, à travers le Conseil de l'Europe, à travers la négociation avec l'Union européenne. Mais elle n'en a pas tous les attributs. Elle n'a pas tous les attributs des démocraties occidentales. Donc, il y a encore un saut à faire, un saut qualitatif qui n'est pas fait aujourd'hui. Mais naturellement, on peut dire aussi qu'il y a d'autres modèles, comme le modèle chinois. Le modèle chinois délivre du progrès économique et social, comme le fait l'AKP en Turquie, mais il ne délivre pas de liberté fondamentale. Donc, ce modèle-là, évidemment, présente certains attraits, mais moi, de mon point de vue d'Européen, qui a passé toute une vie à la construction européenne, c'est la deuxième division. Ce n'est pas le club des grandes démocraties mondiales. Donc ce choix-là doit être fait et il implique évidemment beaucoup de choix
relativement difficile. La troisième grande question, évidemment, c'est l'attitude de l'Union européenne face à tout ça. Comme vous le savez probablement, si vous vous intéressez à ces questions, la négociation d'adhésion de l'Union européenne, elle est plutôt en souffrance, encore que ces dernières semaines, il y a des frémissements, mais elle est en souffrance essentiellement à cause de la politique de la France entre 2007 et 2012. Vous voyez à qui je fais allusion à peu près. Et cette politique-là, qui a toutes les raisons et toute la légitimité démocratique qu'on peut lui trouver, a une conséquence majeure, c'est qu'elle empêche la négociation d'adhésion, qui est le véritable moteur de la transformation et de la modernisation démocratique de la Turquie. Elle empêche ce moteur de fonctionner. Donc, nous, Européens, perdons autant que la Turquie perd dans ce jeu-là. Alors, ça, c'est le défi des semaines et des mois qui viennent, c'est de savoir jusqu'à quel point la France, et avec elle l'Europe, changera sa politique envers la Turquie. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire. Christine, tu peux t'asseoir là, s'il te plaît, il y a une place. Non, sois pas timide. J'ai ramené tous mes copains, donc la moitié de l'assistance, c'est mes copains. Ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, c'est ce triple défi. Encore une fois, en essayant d'ancrer tout ce raisonnement dans les années que j'ai passées là, dans le travail que j'ai fait, sans restituer tout le travail. D'abord parce qu'il y a des parties qu'on n'a pas le droit de restituer, les parties les plus croustillantes d'ailleurs, les conversations avec le Premier ministre, etc. Mais bon, tant pis, c'est la loi du genre. Mais en donnant, chaque fois que j'ai pu, un tour aussi réel que possible et en truffant le livre d'anecdotes et d'épisodes vécus. Voilà, je m'arrête là parce que j'aime pas parler longtemps et j'aime bien répondre à des questions. Bonsoir. J'ai lu avec beaucoup de plaisir Je dois me présenter, pardon. Je m'appelle Yashar Tumbaş. Je suis un belgo-turc et je suis de très près, bien sûr, la politique et les événements de la Turquie. Hier, j'ai acheté votre livre, par hasard ici, et je me suis empressé de lire au moins quelques pages avant de venir vous écouter ce soir. J'ai lu les 50 premières pages avec... Ah oui, mais ce n'est pas les meilleures. Avec beaucoup de plaisir, et j'ai constaté avec plaisir que vous êtes bien introduit dans la vie turque et vous avez beaucoup apprécié la vie de toute la Turquie et des Turcs et leurs traditions, notamment leur çiğ köfte à Gaziantep. Oui, quelle horreur. Voilà. Alors, je reviens maintenant à ma question. Dans les dernières pages, vous dites ceci. Pour ramener les choses à l'essentiel, il ne me paraît pas que la Turquie marche de l'Occident vers l'Orient. Elle marche tout simplement vers elle-même et souhaite s'affirmer comme puissance du milieu et comme pays émergent, ambitieux, légitime, mais pas si simple. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu développer cette question? Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir évoqué cet épisode du çiğ köfte, qui est l'équivalent turc du steak tartare. Et moi, j'ai jamais mangé de ma vie de viande crue, sauf en Turquie, parce que j'avais une caméra sous le nez et que j'étais obligé. Mais enfin bon. Alors effectivement, la plupart des articles récents parlent d'un éloignement de la Turquie.